Bonjour à tous, on se retrouve pour un débat sur les élections présidentielles américaines. Je suis en compagnie de Vaetir. Bonjour Vaetir. Bonjour. On va prendre le sujet, on va faire des thèmes et on va aborder à peu près toutes les questions autour des élections présidentielles américaines de 2020. Alors, je propose de commencer par récapituler sur le calendrier. On aura donc les résultats normalement, dis-moi si je me trompe, dans la nuit du 3 au 4 novembre, sachant que ça peut s'étaler après sur le 4 novembre et théoriquement aussi sur les jours d'après, avec la prise en compte des votes par correspondance. C'est bien ça? C'est ça. Alors en fait, ça va dépendre de comment se joue l'élection et de quels vont être un peu les trends généraux. C'est-à-dire que si ça tend vers une victoire claire de Biden, en particulier dans un État comme la Floride, où on sait que les résultats vont être dans la soirée, ça peut vraiment se finir dès le début de la nuit quasiment. C'est-à-dire que si tôt dans la soirée, on a une victoire claire de la Floride pour Biden, Ouais, l'élection elle est quasiment déjà jouée. d'accord. Au contraire, si c'est Trump qui prend la Floride et que ça se joue sur des États comme le Michigan ou la Pennsylvanie, pour le coup, là, ça peut durer très longtemps. Ouais. D'accord. Ouais, il y a des états clés qui feront que quand ils seront gagnés, on sera En quasiment fait, sûr c'est que c'est. surtout il y a des États qui n'ont pas les mêmes règles que les autres sur la façon dont ils vont dépouiller. C'est-à-dire que tu en as qui ont déjà commencé à dépouiller, Oui. tu en as qui n'ont pas le droit de dépouiller les votes déjà reçus par courrier tant que l'élection n'est pas commencée, tant que le jour de l'élection n'est pas arrivé. Mhm. Et t'en as qui ont même le droit de recevoir encore des bulletins après le jour de l'élection. Voilà, Donc oui. en fait, ça crée un énorme décalage entre tous les États, parce que du coup, tu vas en avoir qui auront leurs résultats très tôt parce qu'ils ont commencé à dépouiller les millions de votes reçus par courrier il y a 3 jours. T'en as qui auront jamais le temps le soir de l'élection de dépouiller les millions et millions de votes qu'ils auront, parce que la mobilisation, on en parlera après, elle est énorme. Et t'en as qui ont même le droit de recevoir encore des bulletins dans les 3 jours qui suivent. Donc ça va vraiment dépendre de à quel point c'est serré dans les États et de quels États va faire en fait passer l'élection d'un camp ou à un autre. T'as l'Arizona et et la Caroline du Nord qui auront probablement des résultats assez clairs dès le début de soirée, dès la fin de soirée. Au pire, si c'est très serré dans les quelques jours qui suivent. Probablement pareil pour la Géorgie. Si jamais le Texas est serré, parce qu'on en parlera peut-être après, mais le Texas peut être serré, ce sera aussi pareil dans les jours qui suivent. Par contre, Michigan, Pennsylvanie, là, pour le coup, ça risque de durer vraiment longtemps si c'est serré. Ouais, d'accord. Donc ensuite, en gros, les résultats à partir du 3 au soir, quoi. Et après, c'est selon, avec toutes les règles qu'il y a, À partir ça du peut 3, s'étaler sur à beaucoup de partir jours. du 3, potentiellement un résultat définitif dès le 4 au matin et potentiellement pas de résultat pendant des semaines s'ils doivent recompter si c'est très serré. Ça Ouais. dépendra vraiment de comment se joue l'élection et de quel va être un peu le trend général. Parce que si, comme je te dis, si Biden prend la Floride dès le début de soirée, ça peut être serré dans la Pennsylvanie, ça changera rien, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a des États qui feront que ce sera joué, quoi, quasiment. C'est des États qui font que s'ils sont pris par un camp ou par l'autre, le fait que ce soit serré dans d'autres États qu'on considère comme swing, en fait, ça changera rien. D'accord. Et tu le regarderas, les résultats, il y aura plusieurs chaînes qui feront des émissions spéciales, des choses comme ça. C'est ça. Tu sais déjà où tu le regarderas, toi, où tu le suivras, le dépouillement? Moi, je suis sûr que je ne le suivrai pas déjà sur une seule en particulier. Je vais probablement switcher toute la soirée. Ouais, Ça va aussi dépendre de comment ça se joue. Je t'avoue qu'il y a un petit côté aussi où si je vois une victoire de Trump, je vais aller plutôt sur des chaînes de gauche. Et si je vois que ça se joue très bien pour Biden, je vais plutôt aller sur des chaînes de droite pour voir un peu les réactions. d'accord. De manière générale, pour les gens qui veulent plutôt une opinion conservatrice, je dirais, je recommande Daily Wire, qui fera un live, c'est sûr, pour l'élection. Pour ceux qui connaissent, c'est un média conservateur, essentiellement présent sur Internet, qui a une chaîne YouTube, qui a un site. Ils sont très conservateurs, ils sont très ancrés républicains, mais ils ont des journalistes assez sérieux. Et quand je veux avoir l'opinion de ce camp-là, c'est plutôt vers eux que je vais. Pour une opinion plutôt libérale, plutôt démocrate, mais quand même sérieux, je propose The Hill. C'est là-bas que je prends pas mal d'infos parce que The j'aime bien, Hill, par la exemple, leur colline? programme Rising. Je suis à peu près sûr aussi qu'ils feront quelque chose pour la soirée électorale.
Et celui que je vais suivre aussi, parce que ça risque d'être très très marrant, c'est Joe Rogan. Et c'est probablement le podcasteur le plus successful au monde, en tout cas celui qui a la plus grosse audience. D'accord. Je Il connaissais fera pas. un live avec Kyle Kulinski, qui est un pundit politique présent sur essentiellement YouTube, mais qui a une grosse masse de followers, qui est assez respecté, qui est plutôt ancré à gauche. Il aura Alex Jones, je ne sais pas si tu vois, le célèbre conspirationniste américain. Et il aura aussi Tim Dillon, qui est un comédien américain, enfin, que moi j'aime beaucoup. Donc je regarderai aussi sûrement avec attention le live de Joe Rogan, parce que c'est un mix assez D'accord. hétéroclite et assez intéressant, quoi. Ok, donc il aura. Oh, mais je mettrai des liens après moi dans la description de ma vidéo là pour tous ces trucs. Tu peux faire si tu veux un récap en gros des différences entre les deux candidats, enfin sur les principaux sujets, un peu leur programme entre guillemets. Bon, on peut après, ça a été une campagne électorale qui a été extraordinairement peu orientée sur les sujets de fond finalement. Oui, Si on regarde un peu comment ça s'est déroulé, même à l'époque de la primaire démocrate, donc même quand Trump était même pas encore impliqué dans ce débat-là, si on veut, il y a eu très peu de fond. Et après la fin de la primaire démocrate, quand ça a été Joe Biden qui a été choisi comme le candidat, en fait, on s'est rendu compte que ça a été d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que Joe Biden a passé quasiment l'intégralité de la campagne à attaquer Trump sur son caractère. oui, Il a présenté sa campagne comme un retour à la normalité. Et il a en fait finalement très peu attaqué sur le fond finalement, parce qu'il sait aussi que c'est un peu le ticket gagnant contre Trump, c'est-à-dire qu'il a des défauts de personnalité qui font son charme pour certains, mais qui sont évidents et qui ont clairement aliéné une partie de la population. On parle beaucoup des suburbs et on appelle ça, les non-educated white women, c'est-à-dire les femmes blanches qui n'ont pas été à l'université et et même d'ailleurs qui ont été à l'université, qui ont vraiment fait basculer peut-être Trump dans certaines zones, dans certains comtés qui étaient importants en 2016 et qui sont totalement passés démocrates aux midterms de 2018. Et donc en fait, ces gens-là, c'est pas forcément des gens qui ont des désaccords avec Trump sur le fond, mais plus sur la forme, sur la façon dont il incarne la présidence. Et ça, Biden, il l'a très bien compris. Et du coup, c'est là-dessus qu'il a attaqué. Mais du coup, ça a été un peu la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que Trump a énormément attaqué. Récemment, ça a été en particulier mis en avant avec l'affaire de Hunter Biden et des leaks qui ont eu lieu, mais ça a été déjà le cas avec la façon dont ils attaquaient sur la potentielle corruption avec son fils, etc. C'est-à-dire que ça a été une campagne, à mon sens, où on a très peu parlé des sujets de fond et des programmes, et on a beaucoup parlé des aspects de personnalité, si tu vois ce que je veux dire. oui, oui. Moi j'ai regardé juste le second débat présidentiel entre Mhm. Biden et Trump et c'est vrai que c'est juste des attaques l'un contre l'autre. T'as bien fait, parce que celui-là était à la limite, il était quand même mieux que le premier. Le premier, c'était vraiment, Ah bah si celui-là en c'était plus inaudible. c'était le plus sensé. Celui-là, c'est ça, c'est vraiment ça qui est étonnant, mais c'est que le premier était absolument inaudible. Et c'est ce qui m'avait choqué le lendemain sur Twitter, c'est que tout le monde ne parlait même pas du fait des choses qui avaient été discutées. C'était au moins bon, on avait pu avoir un semblant de discussion, parce Ouais. qu'en fait, le premier débat avait vraiment, enfin, personne n'avait regardé plus de 30 minutes, c'était irregardable. Dans le premier, tu avais vraiment les micros ouverts tout le temps, et dans le deuxième, tu avais pendant les 2 premières minutes de la réponse de chaque candidat, le micro de l'autre qui Qui était était. coupé. Eh oui. Et en fait, ça a permis de changer vraiment la dynamique, quoi. C'était Ouais. clairement plus clair comme ça. Bon, on va quand même faire un tour rapidement des sujets quand même pour par habitude, hein. Non, non, bien sûr, c'est... Au niveau du coronavirus, on a vu que ils ont laissé faire quoi, enfin, par rapport en tout cas à la France, il n'y a pas eu de confinement généralisé. Trump, j'ai lu qu'il a créé une task force en fin janvier de début de l'année, et mais il n'a pas fait grand-chose de plus au final. Après, il a été... après, c'est le point qui met le plus en avant, mais il a aussi raison de le faire, c'est qu'il a vraiment été un des premiers à interrompre les vols depuis la Chine et à fermer les frontières. Voilà, ouais. Et ça, la plupart des experts, enfin, il y a assez peu de débats sur le fait que ça ait très très bien aidé les États-Unis, au moins de ce point de vue-là. Après, il y a plein d'autres mesures sur lesquelles il a été critiqué et probablement qu'ils auraient pu mettre des choses en place qui auraient réduit l'impact du coronavirus. Mais
il aura toujours ce côté-là où il pourra dire au moins il a été en avance là-dessus. Oui. Et aussi, lui, il a aussi beaucoup politisé cet argument parce que à l'époque, et c'est vrai, les démocrates avaient vraiment insisté sur le fait que c'était une décision xénophobe, que pour 10 ou 15 cas, on allait bloquer des frontières entières à des pays juste par xénophobie, etc. Qu'il fallait pas avoir peur de ce genre de choses. Et en fait, on voit que ça s'est très vite retourné. Et ça, c'est un talking point que les démocrates ont essayé d'enlever, mais que Trump se fait un plaisir en fait de ramener, quoi. Oui, il l'a rappelé au second C'est-à-dire, débat aussi d'ailleurs. Oui, oui, c'est il ça, a parce dit, qu'il moi j'ai a fermé peur, les parce que frontières et vous arrêtiez pas de me dire que c'était raciste et que c'était xénophobe et que, etc. exactement. Exactement. Et là, c'est vrai qu'il a Parce que pris lui, un... ça joue en plein dans son discours, parce que lui, depuis le début, c'est de dire on me traite de raciste, on me traite de xénophobe, mais regardez, en fait, rien dans mes actions ne le prouve. Ouais. Et en fait, là, c'était un parfait exemple pour lui pour insister là-dessus, quoi, parce que c'est clair que la décision, elle était motivée pour des raisons de santé et de sécurité, et les démocrates, ça n'a pas manqué qu'ils attaquent là-dessus, quoi. Et après, là, sinon, dernièrement, c'est juste qu'il a alloué 10 milliards pour la recherche là, du vaccin, pour accélérer les choses. Mais ça, je pense que tous les pays, enfin, tous les grands centres de recherche le trouveront à peu près en même temps, soi-disant l'été prochain. Oui, lui, bah, il a même, si tu avais vu justement dans je crois que c'était le second débat, peut-être le premier, mais dans le second débat, il avait annoncé qu'on était, soi-disant, apparemment à quelques semaines de Oui, trouver le vaccin. En tout cas, que les entreprises américaines étaient à quelques semaines de trouver le oui, il a dit vaccin, quelque chose quoi. comme ça. Mais je pense Il qu'il avait, là, il avait il a un même peu accéléré évoqué les choses. le. Enfin, il a été un peu optimiste, je pense, pour le débat, quoi. Oui, je pense aussi, même la journaliste l'avait repris dessus tout de suite, il avait insisté, mais il avait aussi commencé à parler du fait de potentiellement du coup utiliser les forces armées américaines pour pouvoir dispatcher et vacciner le plus de monde possible le plus rapidement. Ouais. Donc on sent qu'il y avait aussi une réflexion derrière sur comment faire en sorte qu'une fois que le vaccin soit trouvé, il soit accessible le plus rapidement. Et il avait évoqué le sujet potentiellement d'utiliser en tout cas les militaires, les forces armées. Ok. Je crois que c'est dans le second débat qu'il en parle. Ouais. Mais tu disais, juste sur quelque chose que tu as évoqué avant, quand tu parlais des lockdowns, après je ne suis pas exactement un expert, mais il me semble que pour moi, les lockdowns aux États-Unis, c'est la décision du gouverneur de l'État. Oui, Donc je ne suis voilà, pas ça sûr aussi. que Trump aurait pu imposer de lui-même un lockdown Oui, oui. généralisé sans Ça, invoquer quelque chose comme la loi c'est d'ailleurs une martiale, par nouvelle exemple. chose qui montre, qui montre une fois de plus qu'en fait le président américain a pas tant de pouvoir que ça à cause de leur système fédéral. Parce que Biden, ce que lui propose, puisque il n'a pas le pouvoir en effet de confiner tout le pays comme en France, il propose donc d'encourager le port généralisé du masque et de le rendre Mhm. obligatoire, mais que dans l'espace fédéral, enfin dans les bâtiments fédéraux ou les propriétés de l'État fédéral. Donc C'est ça, parce que de il toute n'a façon, pas le pouvoir de le il faire a pas le pouvoir, il n'a pas les sur tout le juridictions, quoi. territoire. Donc au final, je pense qu'en fait, Biden n'aurait pas fait, enfin, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire ça, que ni Biden ni personne d'autre aurait fait mieux que Trump, étant donné le faible pouvoir Oui, du et puis président. surtout que je pense que comment dire, les camps ou comment dire, les opinions ont vite été politisées dans le sens où, par exemple, imagine l'inverse, c'est-à-dire que Trump décide, j'ai envie de garder une bonne image de personne qui a voulu sauver le maximum de vies, donc je vais full lockdown et je demande à tous les gouverneurs, j'insiste, je leur dis on Oui, interviendra avec la garde martiale ou je sais pas quoi. Je oui, pense que les démocrates ont pris exactement le camp inverse et vice-versa, c'est-à-dire que j'ai l'impression il y a beaucoup d'idéologues qui ont la position juste parce que le camp a la position inverse, quoi. Je oui. suis pas sûr de savoir à quel point aujourd'hui les démocrates ou Trump croient vraiment dans leur position par rapport au coronavirus. J'ai plus l'impression qu'ils prennent la tangente les uns des autres, quoi. Ouais. Après, en gros, je pense que le coronavirus, ça dessert fortement Trump. Puisque Oui, oui, ça c'est clair. tous les autres. Ça c'est clair, clair, clair. Donc Parce que là, de toute façon, l'impact économique fait que le président en place est impacté négativement si l'économie va mal. C'est très rare que la population impute un revers économique sur l'opposition. oui. Très souvent, c'est imputé sur le pouvoir en place. Ensuite, si je prends un autre sujet, le climat. Bon, Trump, il est toujours dans sa ligne climato-sceptique, où il fait pas trop d'efforts, en gros, dans ce sens-là. Il s'est retiré là des accords de Paris sur le climat. Enfin, Mhm. il a engagé le retrait en fait. Je crois qu'ils vont être, c'est l'année prochaine que ce sera acté, mais je crois qu'en gros, il a engagé ça.
Biden, lui, il a promis du coup de réintégrer cet accord en cas d'élection. Et après, Mhm. il veut réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre du pays d'ici 2050. Et il promet d'investir 2000 milliards de dollars dans les énergies renouvelables sur toute la durée, sur les 4 ans du mandat. C'est ça. Après, il y a aussi, il faut faire attention parfois on prend des propositions comme ça, c'est-à-dire que Biden, par exemple, à un moment, et je crois qu'il avait fait un ou deux revirements après, donc je ne saurais pas te dire exactement quelle est sa position aujourd'hui, mais à un moment, il avait dit qu'il endorsait, qu'il était d'accord avec le Green New Deal. Le Green New Deal qui était proposé par des démocrates de la Chambre comme AOC, etc., qui est une sorte de plan généralisé pour la transition climatique. Donc en fait, parfois, tu te retrouves avec des situations où un candidat comme Biden va dire, je supporte le Green New Deal, et du coup, après, tu as des gens qui vont dire, bah attendez, dans le Green New Deal, il y a ça, ça et ça et ça. Donc en fait, ça veut dire que le programme de Biden, c'est ces choses-là. Et en fait, c'est pas forcément des choses que le candidat et que Biden, ici en l'occurrence, Oui, soutenaient vraiment à la base quand ils ont dit je soutiens le Green New Deal. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, c'était pas forcément tout ce qu'il y a écrit Il a dedans. parfois tendance à lire plus de choses dans leurs paroles que ce qu'ils voulaient vraiment dire. C'est-à-dire que soutenir le Green New Deal, ça peut vouloir dire je veux juste faire un plan généralisé de transition climatique, que je vais reprendre plusieurs idées de ce qui a été proposé dans le Green New Deal par aussi, etc. Mais en fait, on ne peut pas forcément imputer toutes les idées derrière un candidat, et c'est autant valable pour Biden que pour Trump, quoi. Donc, Oui, oui, effectivement, enfin, sur la distinction que tu as créée, c'est clairement Biden qui, d'un côté, va aller plutôt dans le camp de plus de transition climatique, mais qui, du coup, au passage, risque de se mettre à dos des industries assez puissantes aux États-Unis, comme l'industrie du pétrole ou l'industrie du gaz de schiste. Et quand je dis les industries, c'est pas que les lobbyistes, c'est pas que les patrons, c'est il peut vraiment aussi se mettre à dos oui, les la gens qui classe travaillent ouvrière qui dépend là-dedans, de oui. ces jobs-là. Et parallèlement, pour Trump, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en allant trop dans le climato-sceptisme et en refusant même l'idée d'une transition vers des choses plus renouvelables, sans même parler de questions de pollution, Ah ouais, il se met à dos il toute. risque de se mettre à dos en fait, des gens assez jeunes qui voient là-dedans en fait, des vraies questions d'avenir, quoi. Bon, ils ont chacun un avis tranché, quoi, en fait. Il y en a un, c'est bon, c'est l'économie. On fera pas passer le climat avant l'économie. Et Biden qui essaye de jouer la carte écolo. C'est ça, bah, C'est enfin, qui l'écologie apparaissent pas tranchés en l'américaine, tout cas, quoi. parce que est-ce que Biden va vraiment gouverner de façon Oui, c'est là, tranchée? Je ne suis pas sûr, il y a plus des chances qu'il soit très modéré dans ses approches. oui, il sera très très modéré. Et, là, c'est clairement électoral, enfin, je pense. Et ça, en tout cas, je pense, même d'un Carte côté ou de écolo, mais l'autre, voilà, puisque en suffit de pratique, il n'y aura pas comparer grand-chose. la campagne de Trump en 2016 et la façon dont s'est déroulé son mandat, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux d'intensité, si tu vois ce que je veux dire. Donc, les positions sont tranchées. Est-ce que les actes vont l'être derrière? J'en suis moins sûr. Oui, mais de toute façon, il a été vice-président sous Obama pendant 8 ans. Obama aussi avait un discours plus écolo si on compare à Trump et c'est pas pour autant que ils ont fait grand-chose. Enfin, Ça, voilà. après, là où Biden il s'est un peu enfermé là-dedans, et c'est du coup les deux positions légitimes, c'est que Biden a passé toute la campagne à dire je suis l'héritier de la campagne Obama, je serai la continuation la continuité de l'administration Obama. Et en même temps, quand on regarde dans les faits, le vice-président n'a quasiment aucun impact sur la façon dont la politique est menée. Et du coup, d'un côté, quand j'entends les gens de chez Trump dire oui, mais Biden a eu 8 ans pour mettre en place ce genre de choses, le vice-président, il n'a pas vraiment à mettre en place des choses. Il est vraiment là pour un rôle beaucoup plus honorifique que ce qu'on croit, à part quand il doit Oui, mais de toute façon, séparer si un déjà le 50% du président Sénat, n'a ce genre pas de choses. énormément de pouvoir, le vice-président encore moins. Ça, et donc, en fait, d'un côté, tu as les gens de chez Trump qui disent oui, pourquoi il n'a pas fait ça? En fait, il n'avait pas le pouvoir. Mais de l'autre côté, tu as les gens de chez Biden et les démocrates qui disent oui, mais on sera la continuité, oui, mais machin, etc. C'est sûr que Il a- oui, on le comprend bien, mais après, lui, Biden, il peut pas renier non plus ses 8 ans. Enfin, si, il pourrait pas dire, oui, j'ai été 8 ans, mais bon, Non, j'avais aucune commande, quoi, j'avais aucune influence. c'est Il va exactement pas pour ça dire qu'il ça. Donc en disait fait, qu'il s'est enfermé, en fait. ouais, il se, C'est-à-dire qu'il s'est enfermé dans l'idée qu'il était justement cet héritier, qu'il était à continuation, qu'il était impliqué, ouais, mais il peut pas assumer aussi derrière le côté de n'avoir parce que rien fait. Donc, oui, il aurait c'est fallu pour ça en que je te fait disais qu'il s'est qu'il enfermé dedans, renie ouais. Obama entre guillemets pour se détacher de ça. Il aurait fallu qu'il dise oui, mais c'est pas moi qui étais aux commandes, c'était Obama. Donc ça revenait à cracher sur Obama, ce qu'il aurait jamais fait.
En tout cas, il ne pouvait pas le faire au moment de la primaire parce que l'électorat démocrate est encore largement, largement favorable à Obama. Oui, Donc, il voilà, ne pouvait pas se permettre de Obama, faire ça au Obama moment de la reste primaire. Il aurait très, perdu la primaire Obama, il et reste une très fois que la populaire. primaire était finie, il avait besoin du soutien d'Obama, en fait. Oui, Il Obama, avait besoin que Obama fasse une campagne pour lui, etc. Donc, il ne il a pouvait fait pas un non plus discours il se y le a pas mettre à dos. longtemps, Donc, Obama d'ailleurs. Il a fait un discours hier, peut-être, quelque chose comme ça. Je sais pas si je c'est dis de ça. bêtises là. Il a fait un discours et oui, voilà, il est tellement populaire, Obama, que il peut pas se refuser son soutien. Donc bon, Exactement. ouais, on est d'accord. Ensuite, côté économique, bon, ben, Trump promet, comme d'habitude, de créer de l'emploi, de créer du dynamisme, de la création d'entreprises. Euh, il veut réduire des impôts. euh, et il veut continuer ce qu'il a commencé à faire avec la Chine, c'est-à-dire mettre des contraintes sur l'importation de produits chinois pour maintenir l'industrie aux États-Unis. Ce qu'il a fait sur l'industrie Ça, et militaire. c'est là où on voit un peu la différence entre les anciens axes républicains démocrates et ceux qui ont bougé, ceux qui n'ont pas bougé. C'est-à-dire que sur la politique intérieure, on est entre guillemets encore dans le carcan, plutôt les républicains qui veulent aller vers de la dérégulation, vers une politique libérale, et plutôt les démocrates qui veulent aller vers une politique de plus de régulation, plus d'interventionnisme de l'État. Et ça, c'est une opposition qui est là, en tout cas depuis assez longtemps. Et là où il y a vraiment eu un changement, c'est sur la politique extérieure, où il y a toujours eu, entre guillemets, enfin toujours eu, depuis un certain temps, il y avait eu cet accord sur la politique extérieure assez interventionniste, et on voit que ça n'avait pas changé entre Clinton, Bush, Obama, etc. Il y avait eu toujours cette sorte de continuité. Et c'est là où il y a eu vraiment la rupture avec la politique Trump, c'est sur ce côté un peu interventionniste militairement parlant, puisqu'on voit de toute façon que c'est le seul à ne pas avoir vraiment commencé de conflit nouveau. Donc en fait, c'est là où on voit qu'il y a une nouvelle opposition républicain-démocrate qui n'existait pas avant, contrairement au sujet de l'économie, où pour le coup, effectivement, on est plus dans des oppositions d'opinion assez classiques finalement, idéologiquement parlant. D'accord, là tu parles militairement, là, ce qu'il a fait. C'est ça, c'est-à-dire que je te disais, tu m'évoquais cette distinction où on est plus d'un côté au niveau de l'économie, Oui, la dérégulation et une politique plutôt libérale chez Trump et au contraire plutôt de plus d'interventionnisme chez Biden. oui, tout à Moi, fait. ce que j'essaie de te mettre en lumière, c'est que ça, c'est une opposition idéologique qui ne date pas de Trump et Biden, qui est là depuis longtemps Oui, ah oui, et ça que justement, on est dans la continuité, oui, de ce là, on est qui. dans la continuité de l'héritage des partis alors que ça contraste justement avec la politique extérieure où là, on est vraiment sur une opposition nouvelle. Mm. Oui, oui, tout à fait. Bon, pour côté économique, disons rien de nouveau sous le soleil, c'est ce qui s'est habituellement dit jusqu'à maintenant. C'est ça. Ça, et encore, même, je trouve que si on devait dire un changement, c'est que même Trump, je trouve, est plus dans une optique libérale, au sens économique du terme, qu'il ne l'était en 2016. Je pense qu'il a perdu, en tout cas, un petit peu de son populisme économique, si on peut dire, dans son discours. Je trouve qu'il embrasse plus aujourd'hui le classique discours républicain, orthodoxie libérale sur l'économie qu'il ne le faisait en 2016. D'accord. Ok. Tout ce qui est en D'accord. tout cas de la dérégulation, des impôts, etc. Je pense. D'accord. Oui, alors, d'accord. Donc, mais après, pour citer sinon rapidement les grosses mesures, Biden, c'est quand il propose là un SMIC entre guillemets. Oui, c'est ça, il veut un minimum wage qu'il n'y a pas, enfin qu'il y a, mais qui n'est pas au niveau standard des autres pays avancés et qui est dépendant, il me semble, des États. Oui, après C'est-à-dire il y que a je des crois États que le qui l'ont minimum déjà wage en n'est fait. pas le même partout. Il y a un SMIC fédéral qui est actuellement à 7 dollars 25. Et Et par il y a des États en fait qui ont un SMIC plus élevé que le SMIC fédéral, qui impose dans leur État un salaire minimum plus élevé. Et lui veut relever le niveau du SMIC fédéral à 15 dollars. Donc, pour certains États, ça ne changera rien, ils y sont déjà. Et pour certains, ça changera quelque chose. Ok, bah là encore, si tu veux, sur le plan économique, le débat du minimum wage, c'est quelque chose qui est vieux de dizaines d'années. Tu vas avoir d'un Oui, côté des libéraux qui vont te dire, économiquement libéraux,
qui vont te dire que plus tu augmentes le salaire minimum et plus tu mets de gens au chômage parce que les gens qui n'ont pas une Oui. productivité suffisante pour compenser ce salaire, entre guillemets, pour leur employeur sont mis d'office au chômage parce que l'employeur n'a pas intérêt à payer quelqu'un qui ne peut pas produire plus que Oui. ce qu'il le paye. Et de l'autre côté, tu vas avoir l'avis entre guillemets, démocrates aujourd'hui qui vont te dire que c'est pas une question d'orientation économique, c'est simplement une question de dignité humaine, de pauvreté, Oui. etc. Oui. Donc, Mais il y a c'est aussi un une effet, opposition qui est les assez libéraux, vieille. pardon, les libéraux, ils disent aussi que c'est à cause de l'inflation d'augmenter le salaire minimum. Oui, oui, aussi, aussi. Après, dépend, parce que c'est aussi une question de répartition, c'est-à-dire que si tout dépend d'où provient cette augmentation. C'est-à-dire que si cette augmentation provient d'un changement de la répartition, pas nécessairement. Si ça provient si c'est exogène, oui, pour le coup, ça peut tout à fait provoquer de l'inflation. Le système de santé avec l'Obamacare qui avait commencé à être mis en place, que Trump, dès le début du mandat, a modifié, il me semble. Euh, Ils ont enlevé des parties importantes, ça avait été jusqu'à la Cour suprême pour certains éléments. Donc, oui. donc ça, c'en était où exactement? Parce que ce que lui a enlevé, c'est, enfin, de ce que il en a parlé rapidement dans le second débat. Il me semble pour dire qu'il avait enlevé la partie où des gens en gros pouvaient avoir des soins gratuitement. En fait, J'ai rien compris. il y a différentes positions qui se superposent un peu, c'est-à-dire que en fait, il y a la volonté d'avoir l'option publique, c'est-à-dire d'avoir la possibilité pour les gens qui ne peuvent pas, de par leurs antécédents par exemple, ou de par leurs conditions financières, qui ne pourront pas avoir accès à des sociétés privées pour leur assurance médicale, d'avoir accès à une option publique. C'est-à-dire que l'État puisse venir en fait se substituer pour la part de la population qui est exclue d'office de ce marché, de par le fait que leur condition médicale ne leur permet pas d'être assurés à un prix rentable pour l'assurance et que du coup l'assurance ne les prendra jamais en charge, ou que tout simplement ils n'ont pas les moyens, quel que soit le tarif que leur propose l'assurance, de se le payer. Ouais. Donc ça, c'était une question en fait de superposer ce système d'entreprise privée avec une option publique. Et là où les républicains et les conservateurs vont s'opposer là-dessus, c'est que pour eux, à partir du moment où l'option publique existera, le fait que l'option publique soit quelque chose de déterminé par l'État et gouverné par l'État crée une concurrence déloyale avec les entreprises qui vont être, elles, privées. Oui. Donc, en fait, pour eux, à partir du moment où tu mets l'option publique en place, tu crées une concurrence déloyale entre d'un côté les entreprises privées d'assurance qui vont devoir se retrouver en concurrence avec l'État et qui ne peuvent pas gagner ce rapport de force. Et donc, en fait, pour eux, l'idée d'introduire une option publique, c'est un cheval de Troie dans le sens où, en fait, si tu acceptes l'option publique, tu acceptes qu'à terme, l'État gagne le jeu de la concurrence face aux entreprises privées et que du coup, en fait, tu aboutisses à un système où l'intégralité de l'assurance médicale est fournie par l'État parce que les entreprises privées n'ont pas pu survivre. Donc, c'est un peu aussi ce débat-là où d'un côté, tu as des gens qui vont de très bonne foi te dire c'est important que les gens qui n'ont pas accès via le marché à ces assurances y aient accès, il n'y a que l'État qui peut fournir ça. Et d'un autre côté, tu as des gens qui vont te dire oui, mais à partir du moment où l'État intervient, tu rentres dans un cycle où les entreprises privées ne pourront jamais survivre. Et donc, à terme, en fait, tu me proposes juste de rendre tout public, mais tu rajoutes une étape au milieu. Et donc, ça, c'est un débat qui avait déjà lieu pendant d'autres élections précédentes et qui se transfère aujourd'hui. On voit qu'il y avait eu, comme tu disais, une victoire d'Obama là-dessus. Il avait pu introduire ça et en fait, on voit qu'on revient des débats qui étaient déjà là, en fait, il y a 8 ou 16 ans, quoi. Oui. Et donc ça, Biden, ben, il promet de le remettre en place, quoi, en gros, s'il revient. L'idée, c'est l'idée. Ensuite, sur la politique étrangère, Trump, ce qu'il avait fait en gros, c'était se retirer d'Irak et du Moyen-Orient. Il est moins interventionniste dans le monde. Par rapport, qu'est-ce qu'il avait fait aussi par rapport à la Corée du Nord là. Il était allé voir Kim Jong-un. Euh, et après, en gros, tout ça, c'était pour s'intéresser plus à la Chine, quoi. Enfin, l'idée, c'était en gros de retirer les troupes américaines des endroits où les États-Unis n'ont pas d'intérêt. Oui. Et il s'est plutôt concentré sur la Chine
en le désignant comme le nouvel ennemi. Puisque jusqu'à maintenant, il y a pas mal de démocrates qui étaient encore dans l'optique l'ennemi numéro un, c'est la Russie. C'est un peu ça tout C'est le. peu ça, en fait, ce qu'a fait vraiment Trump en matière de politique étrangère, c'est il a remplacé un interventionnisme militaire de ses prédécesseurs par une sorte d'interventionnisme diplomatique et économique. C'est-à-dire qu'en fait, là où des prédécesseurs avec des orthodoxies plus classiques, des idéologies plus orthodoxes, pardon, n'auraient jamais été dans une guerre économique et n'auraient jamais utilisé les outils que Trump utilise économiquement contre la Chine Ouais, et même contre l'Europe à un moment, hein. C'est pas réservé à la Chine, là, il a mis des tarifs sur l'Europe aussi. En fait, ces outils de guerre économique n'auraient jamais été employés de façon aussi interventionniste par ses prédécesseurs, mais parallèlement, on voit il est beaucoup moins interventionniste sur le plan militaire. ouais, Il ne démarre pas de nouveaux conflits, il tend même plutôt à se retirer des conflits existants. On voit qu'il a en tout cas une volonté, une démarche de paix. On l'a vu avec la Corée du Nord, on le voit avec ce qu'il essaye de faire avec les pays arabes, avec Israël et la Palestine. Donc, on voit qu'il y a une volonté d'être moins interventionniste sur le plan militaire et de retirer les troupes. Après, est-ce que ça se traduit par moins d'interventionnisme au niveau global? Nécessairement, quand on voit à quel point il peut être interventionniste dans une guerre économique, par exemple. mm. C'est une question d'optique. Oui, c'est un changement de stratégie et de cible aussi, j'ai l'impression. Parce que C'est jusqu'à ça. présent, les démocrates, ils n'arrêtaient pas de répéter que, j'ai vu une vidéo à ce sujet, que la Chine, enfin, c'était merveilleux, qu'il fallait surtout pas toucher au traité de libre-échange avec la Chine. Enfin, pour moi, Trump, il a mis le doigt sur quelque chose en désignant comme nouvel ennemi numéro un la Chine. Ce que les démocrates refusaient de faire jusqu'à maintenant. Et pour moi, ils étaient bloqués dans un peu la guerre froide, entre guillemets. D'accord. Je pense qu'il y a même deux sujets. Je pense que d'un côté, tu as tout à fait raison sur le côté d'être resté bloqué à la guerre froide. Je pense qu'il y a eu ce côté bouc émissaire parfait des Russes en Oui, 2016 qui a créé enfin, clair, une hystérie chez ils une n'arrêtent pas certaine de frange de la ressortir les population Russes, démocrate. alors que la Russie, de nos jours, c'est un fantôme, quoi. Ils sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. C'est que, pas sur le plan militaire et Militaire, géopolitique, mais en tout non. cas sur Sur le plan l'impact militaire, certes, économique qu'ils peuvent économique, avoir par rapport à la économiquement, Chine, c'est on des n'est pas du fantômes. tout effectivement dans la même catégorie. Donc je pense qu'il y a effectivement quelque chose dans le fait d'avoir recentré sur la Chine, c'est clair. Et je pense qu'il y a aussi, pour revenir peut-être sur du coup l'aspect économique, je pense qu'au-delà même de ne pas avoir voulu reconnaître l'importance de combattre la Chine, je pense que beaucoup de démocrates ont été piégés dans une idéologie, pas piégés d'ailleurs, mais en tout cas ils restent ancrés dans cette idéologie que il faut prôner le libéralisme économique et que ça passe par l'abolition des tarifs, donc des droits de Mm, douane et l'instauration du libre-échange entre les États. Et en ouais. fait, le fait que Trump challenge ça, et c'est quelque chose qui n'avait pas été challengé depuis des années, des années, des années aux États-Unis, cette hégémonie du libre-échange entre les pays, et de tendre vers de moins en moins de droits de douane, qu'il y a eu une réaction vraiment épidermique d'une frange libérale que tu trouves chez les démocrates, mais tu en trouveras aussi chez les républicains, qui a vraiment fait qu'en fait, il aurait pu s'attaquer à la Chine ou au Brésil ou je sais pas à qui, peu importe comment il serait attaqué, à partir du moment où il s'y serait attaqué avec l'introduction de droits de douane, en fait, il se serait mis à dos toute cette idéologie libérale qui Oui. prône le libre-échange. Mais toute cette idéologie, en fait, elle avait enfin, elle était parfaitement adaptée et logique tant que les États-Unis dominaient complètement l'économie mondiale, en fait, puisqu'ils étaient bénéficiaires de ce libre-échange. Donc, Mais c'est plus si d'actualité tu à vas partir demander du moment aux gens où il y du a une. Michigan qui ont perdu leur usine si c'était bénéficiaire pour eux le libre-échange, ils te diront non. Non, mais à l'échelle, Parce enfin, que je veux dire, à l'échelle du pays, tant que, ça, à en l'échelle gros, du la pays, en balance net, commerciale est favorable aux États-Unis, c'est une bonne chose. Et c'était le cas, on va dire, pendant c'est une de bonne nombreuses chose années. pour Mais qui? tant. Parce que qui récupère le gros du gâteau, entre guillemets, c'est-à-dire, c'est pas parce que tu rentres beaucoup dans un pays que Oui, après ce que tu rentres est équilibrement, de mais façon d'un point équilibrée de vue purement répartie. comptable, on va dire, Donc, pour l'économie enfin, du les pays. raisons pour lesquelles Trump a été élu, c'est parce que tu as une énorme partie de la middle class et de la classe ouvrière américaine qui a énormément souffert du libre-échange. Oui, Et donc, en fait, c'est ça qui l'a fait élire dans des États comme le Michigan, etc. C'est-à-dire la Pennsylvanie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui avaient perdu leur usine parce que c'est des choses qui, à cause du libre-échange, sont maintenant faites en Chine, en Inde, etc. mhm, Donc, en fait, ça a servi en aide aux États-Unis
parce qu'on regarde dans l'ensemble tout ce qui est américain, mais si on regarde concrètement le nombre de personnes à qui ça a servi et le nombre de personnes que ça a desservi, je n'ai pas les chiffres définitifs, mais j'ai plutôt tendance à penser que ça a desservi un plus grand nombre de gens, mais qu'en termes monétaires agrégés, ça a plutôt tendance à servir à savoir servi les États-Unis dans l'ensemble. Oui, oui. Je pense vraiment que le rejet du libre-échange a été fondamental dans l'élection de Trump en 2016. Oui, oui, je suis d'accord. Et je suis d'accord aussi sur les effets néfastes du libre-échange. Mais juste l'idéologie des démocrates, euh, elle a plus de sens, enfin, elle avait plus de sens depuis quelques années avec la Chine. Enfin, de maintenir leurs œillères en disant que non, non, faut laisser les Chinois faire. Enfin, ils étaient en gros en train de se faire manger un peu par la Chine. Oui, en fait, ils avaient accepté des conditions asymétriques. En fait, c'est plus la question de comment tu y réponds. C'est-à-dire, en fait, quelles armes tu as à partir du moment où la Chine t'impose un rapport de force asymétrique entre ce que eux peuvent faire dans ton pays et ce que toi, tu peux faire économiquement dans leur pays. La question, c'est comment tu réponds à ça. Et la réponse de Trump, ça a été de violer, entre guillemets, cette idéologie du libre-échange en proposant les droits de douane. Et c'est là où, en fait, les démocrates comment ils auraient répondu s'ils avaient réalisé quels outils ils auraient eu à leur disposition pour négocier avec la Chine et Ouais, en fait ils auraient rien comment fait. ils auraient Enfin, mené cette guerre économique, quoi. si on voit ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ils auraient juste rien fait. Enfin, sous Obama, ils ont rien fait contre la Chine, non? Les États-Unis. On peut pas savoir, si tout dépend jusqu'où ça va. Si tu as des élections locales comme des sénatoriales, des élections gubernatoriales pour les gouverneurs par exemple, qui commencent de plus en plus à jouer sur des questions de politique extérieure, c'est pas même des primaires. Si tu vois que la prochaine primaire démocrate, un équivalent de Tulsi Gabbard par exemple, arrive à percer sur ces idéologies-là, c'est pas du tout exclu qu'ils aient changé d'avis à un moment. La Oui. question, c'est quelles armes ils auraient choisi pour mener la guerre. Et le choix de l'arme des droits de douane et le choix de l'arme de la guerre économique, il aurait pas pu venir probablement de quelqu'un d'autre que Trump, en fait. Ouais. Il n'y a que quelqu'un qui était en dehors de ce moule économique de pensée qui aurait pu vraiment aller jusqu'au bout avec l'idée de mettre fin à cette situation de libre-échange et de réinstaurer des droits de douane qui allaient jusqu'à 25%, quoi. Ouais. Et je pense que cette arme-là, pour jouer la guerre économique contre la Chine, elle pouvait être utilisée que par Trump. Après, est-ce que l'idée même de rentrer en guerre économique contre la Chine n'aurait jamais été dans le camp démocrate? Je pense pas. Je pense qu'au bout d'un moment, ils auraient dû se faire à l'idée. Ok. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour là pour cette question. Euh, Ensuite, il y a des questions qui sont moins intéressantes là que j'ai, mais sur les problématiques de racisme, tout ça, je sais pas s'il y a vraiment grand-chose à dire. Est-ce qu'il y aurait eu vraiment une différence, enfin, est-ce qu'il y a vraiment une différence fondamentale entre les deux candidats, à part que chacun traite l'autre de raciste? Non, non, ce qu'on peut dire, c'est il y a eu des petits incidents des deux côtés. Moi, par exemple, si je devais t'en citer un de chaque côté, Trump d'un côté qui pendant le débat est pas foutu de dire clairement je condamne les white suprémacistes alors qu'il le pense. Il l'a déjà dit Oui, plusieurs fois. On sait qu'il le pense, mais il peut pas sortir la phrase clairement quand on lui demande, il peut pas la juste sortir parce parce que qu'il c'est veut une pas. partie de son électorat aussi, je pense. Je pense même pas. Je pense qu'il voulait Ouais. juste pas donner aux journalistes la satisfaction de répéter les mots qu'il lui demande de répéter. Il voulait juste partir sur Oui, les antifas, etc. ça c'est Ce qui est un clairement. débat aussi légitime, hein. Je ne discompte pas les antifas et le sujet sur les antifas. Je pense juste que il avait tellement ce côté, je vais pas te dire juste que t'as la phrase que tu Oui, attends de moi ça parce dans que je tous l'ai les cas déjà c'est dit que Trump. je vais Dans tous les partir cas, sur il autre n'aurait chose. pas répété gentiment les mots d'un journaliste. Ça c'est clair. Exactement, à mon avis, il a voulu pas paraître pour un robot qui fait ce que le journaliste lui demande et il s'est retrouvé à avoir une situation à la con où il n'était pas foutu de le dire. Et juste pour contrebalancer, on voit que Biden, tu te rappelles sûrement le commentaire, si vous ne votez pas pour moi, vous n'êtes pas noir, quoi. Oui, vous n'êtes You pas ain't noir black. si vous bloquez, si vous votez pas pour moi. Donc ça, oui, C'est ça, clairement. si vous votez, if you vote Trump, you ain't black. Ouais. Et enfin, n'importe qui d'autre qui aurait sorti ça, la situation de la façon dont les médias ont traité ce genre de beau de la part de Biden est assez stupéfiante dans l'ensemble, Ouais. je trouve. Que pour moi, il y a eu des petits incidents là-dessus de chaque côté. Je pense que ni l'un ni l'autre n'est raciste, ni xénophobe. Je pense qu'il y a, si on veut parler quand même des événements récents, je pense que les émeutes liées aux manifestations qui ont dégénéré suite aux marches de BLM a probablement plutôt aidé Trump dans le sens où il a été très law and order, il a été très sécurité et police.
Donc, je pense que ça a plutôt tendance à pencher là-dessus. Après, sur le fond, la démographie et la façon dont votent les minorités des États-Unis font que Biden remportera une majorité écrasante de chaque minorité, quoi. Ouais. C'est, c'est des, pour l'instant, c'est comme ça. Je pense que si Trump fait plus que 35%, par exemple, chez les Latinos et plus que 10 ou 15% chez les Afro-Américains, à l'échelle du pays, il peut être content, par exemple. Mais c'est anecdotique. Le fait que Trump donne la totalité de son salaire présidentiel, c'était une de ses promesses de campagne en 2016. C'est symbolique, hein, c'est pas ça qui C'est va l'impacter symbolique, c'est pas ça financièrement, qui mais le. C'est de écoute, la communication. ça, C'est de c'est la ça. démagogie un peu. Pour lui, ça changera rien, mais écoute, je pense C'est de la qu'est-ce qu'ils choisissent communication. entre le prendre et pas le prendre, je préfère qu'ils le prennent pas. Mais je pense Voilà. que ça ne change rien pour lui. C'est un peu de la démagogie, quoi. Pas de la démagogie, enfin, il a un choix. Est-ce que je le prends ou est-ce que je le prends pas? Il choisit de pas le prendre. Bah, c'est de la démagogie dans le Euh, sens où ça fait. C'est pour. Clairement, c'est pour atteindre l'émotion. Sans que économiquement ça change rien. L'État va pas arrêter de payer ça. Et puis même s'il arrêtait de payer ce salaire, ça représenterait rien à l'échelle du pays. Et même si lui, qu'il le prenne ou pas, ça change rien pour lui, étant donné sa fortune. Donc c'est Ah, juste c'est ça, mais du c'est coup, pour c'est si la ça change communication, rien, c'est pour son image, c'est pour se enfin, donner à il l'air. le fait, enfin, la pub qu'il fait autour est démagogue, mais l'acte en lui-même, bon, C'est de la communication, c'est pour son image. c'est ça, il y a de la communication autour qui est clairement orientée. C'est de la Après, communication. enfin, Après, je Obama l'a pense pas que fait, hein, c'est un petit détail. quand Un même. petit détail. Obama l'a pas fait, hein. On peut le souligner quand même, je pense. Non. Pas multimilliardaire. Il est, oui. À côté de Trump, il est peut-être moins fortuné pour sa défense. Beaucoup, beaucoup beau. Pour sa défense. Ensuite, sous le mandat de Trump, le chômage a baissé, mais de ce que j'ai lu, il était quand même sur une tendance baissière depuis longtemps. En fait, depuis après la crise de 2008, il a fait quasiment que baisser, quoi, après l'augmentation qu'il y a eu en 2008. Et sur une tendance baissière, après, l'impact de l'administration Trump dans les chiffres me semble assez clair. Après, effectivement, tu as eu le coronavirus qui a de toute façon changé Oui, toute la donne là-dessus, si mais on fait l'impasse sur le le, coronavirus, le, ça, ça, mais en tout cas, l'opinion qu'on entend comme quoi Trump a effectivement impacté le chômage dans le bon sens et a vraiment mis en place des mesures, notamment sur la dérégulation, qui ont eu un impact bénéfique sur le chômage, ça me semble clair. En tout cas, je pense pas que on puisse d'accord. le nier. Certains diront que ça datait effectivement de l'administration Obama. C'est vrai que ça diminuait déjà à l'époque, parce qu'on sortait effectivement de crise. Mhm. Je pense qu'on peut quand même donner le crédit à Trump pour une partie importante de la réduction du chômage Oui, il a fait des à mesures observer jusqu'au qui jusqu'au allaient dans ce sens, dans coronavirus. tous les cas. Donc, oui. Après, j'avais une question aussi sur leur système de vote, pour revenir un peu aux fondamentaux, avec le collège électoral, là, les électeurs qu'ils appellent, qui sont en fait, pour comparer à la France, des grands électeurs. Ça. Ça, ils sont quasiment tous d'accord en gros pour dire que c'est pas représentatif, que c'est une mauvaise chose, mais ça ne bouge pas depuis le temps qu'ils en parlent. Comment ça se fait? Est-ce que là, un des deux candidats, du coup, a dit qu'il le changerait ou ça en est où un peu cette situation? Tu as des informations? Puis, en fait, le débat de fond qui est assez compliqué sur cette question, c'est que les États-Unis ont été fondés, et le nom le dit, c'était des États vraiment indépendants qui ont décidé de s'unir. Et l'idée derrière ça, c'était que les petits États ne voulaient pas, en rentrant dans l'Union, être contrôlés par la majorité des grands États. Donc à l'époque, c'était la Virginie, mais là, je te parle du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, ce serait la Californie, par exemple. Oui, C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es un État comme aujourd'hui le Montana, oui. quel est l'intérêt pour toi d'être un État des États-Unis, de faire partie de cette union, si l'intégralité de ta politique est en fait menée par des gens qui habitent à New York, des gens qui Ah habitent oui. en Californie? En fait, cet héritage du collège électoral, pour moi, il va être extrêmement difficile à outrepasser parce que je vois pas Ça comment donne ça plus de pourrait poids, en se fait. faire sans que les petits États Ça donne plus de poids aux se, États qui ont une faible population, en fait, c'est se ce que tu dis. ça, en fait, il y a des États qui ont une tellement faible population que si tu passes à un vote généralisé, à un vote Oui. populaire et que tu abats cette idée de collège électoral, Ils sont en fait, il y a plutôt des États représentés, qui quoi. perdent leur voix de facto et ont considéré, en tout cas, je pense que les différences entre les États sont trop grandes pour que
Oui, mais des États alors, comme le Montana se fassent il y dicter a leur ce politique facteur par d'une le part. Californie. Il y a ce facteur d'une part comme quoi les petits États donc, sont surreprésentés, mais on comprend pourquoi. Mais il y a aussi une autre mesure qui, elle, peut-être ferait davantage consensus, c'est le winner takes all. C'est-à-dire dans chaque État, il y a l'élection, et puis après, on prend tous les grands électeurs de l'État, même si il y a eu 15 contre 14, par exemple. Ça, Ça, c'est je vois ça, pas c'est le cas qui. pour l'instant. C'est la Quoi. situation actuelle. Oui, c'est le cas pour l'instant, mais ça, je pense pas qu'il y ait personne qui veuille le maintenir. Parce Si, que parce que si tu, c'est pareil, si tu fais ce genre de choses, en fait, regarde, dans un truc comme la Californie, concrètement, tu vas avoir 95% des gens qui vont être démocrates et donc qui vont voter démocrate. Donc, c'est-à-dire que si tu fais un proportionnel dans la Californie, la différence entre un proportionnel et un winner take all est infime parce que la proportion de démocrates est énorme. Au contraire, si tu vas dans un swing state comme le Michigan, la Floride, etc., si tu aboutis sur un 50-50, là, ça va changer beaucoup de choses. Mais du coup, en fait, tu changes beaucoup de choses dans les swing states, mais tu changes pas grand-chose au pouvoir que auraient les grands États, parce que les grands États, du coup, auraient toujours le même poids, parce que si tu es un grand État comme la Californie ou New York en termes de grands électeurs, et que tu es majoritairement et de façon écrasante démocrate, en fait, il n'y a quasiment pas de différence entre une proportionnelle et un winner take all. Mais dans des États qui sont souvent très serrés, oui, ça pourrait changer des choses. Clair. Mhm. Oui, donc ça se compense en gros, tu me dis, puisque dans certains États, en gros, c'est un parti qui est favorisé, puis dans l'autre, c'est l'autre parti. Je pense que c'est difficile à déterminer. En tout cas, je ne pense pas que ça se Oui. fera dans le mandat d'un des candidats à venir, que ce soit Biden ou Trump qui gagne. Je ne vois pas un changement au niveau du collège électoral et dès le mandat à venir, sauf si là, on a vraiment une crise institutionnelle qui se présente avec l'élection qui arrive et qui change fondamentalement certaines choses. Je pense qu'on n'est pas proche, en tout cas, d'une modification de ce système. Je pense que le D'accord. statu quo Va, range trop, va trop bien. durer longtemps, quoi. D'accord. Ok, bon, ben, ça marche pour cette question. Un autre sujet, les sondages. Si on regarde les sondages, la plupart des sondages relayés par la presse, ils donnent tous Biden gagnant assez largement. On est d'accord? Oui, clairement. Donc, est-ce que ça, j'aimerais parler de peut-être de biais qu'il peut y avoir dans ces sondages. Euh, Est-ce que les sondeurs veulent voir gagner Biden, enfin, ceux qui organisent ces sondages, puisqu'on sait que ça peut être un biais important. Hum. Je sais pas ce que tu en penses. Pour moi, en fait, l'élément important, c'est de ne pas confondre le biais des sondeurs en lui-même et le biais du média qu'est le sondage. C'est-à-dire que pour moi, d'office, hein, quand on voit les chiffres dans les sondages, il faut bien se rappeler qu'en fait, c'est un pourcentage d'une sous-catégorie de la population qui est la partie de la population prêt à répondre à un sondage. Donc en Oui, fait, si, et ça je ne peux pas l'affirmer, mais si on considère la population prête à répondre à un sondage pour des raisons sociologiques, psychologiques, a tendance à être aussi une population plutôt à tendance démocrate, en fait, on a un biais intrinsèque dans le média qu'est le sondage qui va ouais. d'office tendre vers un côté ou un autre. Et ça, pour moi, c'est une question qui est différente de celle de est-ce que l'institut Oui, de c'est sondage un ou même autre le biais, d'accord. commanditaire du sondage qui paye l'institut a un biais en lui-même qui est politique. D'accord. Donc, tu penses ça? Tu penses que les gens qui sont plutôt amenés à répondre à des sondages sont de base plutôt démocrates? Je pense qu'en tout cas, c'est une dynamique qui me semble aussi importante, voire plus importante que la dynamique de biais qu'on peut trouver chez les sondeurs. En fait, D'accord. il y a aussi, quand on regarde le biais des sondeurs, il faut aussi se rappeler qu'il y a deux dynamiques qui s'opposent. C'est-à-dire que d'un côté, les sondeurs, de par leur business model, ont un intérêt économique à être accurate, à être précis dans leurs prédictions. Oui. C'est-à-dire que si tu es un institut de sondage et que tu veux vendre tes services à des gens qui veulent faire des sondages, dans la plupart des Oui, cas qui leur sont but, pas c'est très la précision, politisés, en en fait, fait. Ils ont... les gens veulent un institut qui est précis, qui a un bon record, un bon historique de précision et de réussite. Bien sûr. Donc, introduire des biais qui vont systématiquement, quand ils vont être comparés aux résultats réels, montrer qu'ils avaient tort, ça va contre leur business model. Mais ça, c'est contrecarré aussi par le fait
que les commanditaires eux-mêmes des sondages, donc les gens qui payent les instituts pour mener les sondages, Oui. peuvent avoir des biais. Et donc, c'est-à-dire que si tu demandes à un institut, quel qu'il soit, de réaliser un sondage pour toi et que toi, tu attends que le sondage reflète une certaine chose, le sondeur peut avoir cet intérêt économique de se dire, bah, attendez, si je veux que cette personne revienne, il faut que je lui sorte un sondage qui va dans son sens. Oui. Donc, en fait, on a toujours cette opposition chez les sondeurs où d'un côté, ils ont drive de devoir faire des choses précises pour montrer qu'ils sont pertinents, et de l'autre côté, ce drive de De satisfaire le client. d'accepter les, c'est ça, de satisfaire le client, d'accepter les biais du client. Et donc en D'accord. fait, c'est deux choses qui s'opposent et on ne sait pas toujours exactement comment ça tombe et dans quelle proportion ça joue. Et c'est quelque chose qui est distinct du biais dont je te parlais avant, qui est du biais que si j'appelle quelqu'un pour un sondage, bah, la seule catégorie de population qui répondra, c'est les gens prêts à répondre à un sondage. Oui. Et est-ce que cette catégorie de population, elle est grande par rapport à la population totale? J'en suis pas sûr. D'accord. Mais bon, du coup, mais si on prend ces sondages, du coup, sans se préoccuper des biais qu'il peut y avoir, ils donnent quasiment tous gagnant Biden. Est-ce que c'est gagné pour Biden selon toi ou est-ce que rien n'est joué? Probablement pas. Probablement pas. Je vais être clair sur mes sources. Moi, j'ai pas mal tendance aussi à me fier à un site qui s'appelle 538, qui est un site de référence aux États-Unis, qui a été créé, qui est managé par quelqu'un qui s'appelle Nate Silver avec toute une équipe de statisticiens, Oui. qui fait référence et qui a des outils. Moi, je conseille à tous ceux qui écouteront ce qu'on dit là d'aller voir là-bas parce que Comment ça c'est s'écrit? vraiment Je pédagogique et mettrai c'est le lien vraiment dans facile le. à manier. 538, et en fait, c'est juste 538, c'est-à-dire le nombre de grands électeurs totaux D'accord, ça c'est le nom du dans site. l'élection. Donc, c'est un site qui est très orienté statistique. Vous pouvez aller voir et vous cliquez sur chaque État, vous pouvez voir l'intégralité des sondages sortis sur chaque État, donc par date de publication, avec une note à côté qui est la note qu'ils accordent à la méthodologie du sondage. Ouais. C'est-à-dire que vous allez avoir des sondages de catégorie D qui ont été faits à la va-vite, vous allez avoir des sondages de catégorie A avec des échantillons très variés, de grande importance, très représentatifs. D'accord, ils Donc ça permet de se analysent faire la une bonne méthodologie idée de de chaque sondage l'intégralité. pour lui donner une note de qualité, quoi. C'est ça, et en fait, ça permet de pondérer aussi les estimations, c'est-à-dire que parfois, tu as des estimations où tu as trois sondages, bah, tu additionnes la moyenne des trois et tu divises, tu fais la moyenne, et D'accord. ça te sort un chiffre, alors qu'en fait, tu en avais un qui était ultra bien fait, tu en avais un qui était très très mal fait, et l'autre aussi qui était très très mal fait, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, donc ils pondèrent Donc, et ils donnent c'est plus important. d'importance aux C'est ça, sondages c'est les plus précis et les plus qualitatifs. D'accord. exactement. Et donc, moi, je me sers pas mal de ce site-là, et je pense, si on se base à peu près là-dessus, que les chances de Trump sont minimum, je pense, de 10 à 15%. Et je pense qu'on peut monter jusqu'à peut-être 25 ou 30%, c'est-à-dire le 30%, c'est ce que 538 lui donnait en 2016, c'est-à-dire une chance sur trois, grosso modo. D'accord. C'est-à-dire, je pense qu'au mieux, si j'étais un oddmaker, si je devais sortir les cotes, je dirais que au mieux, Trump a une chance sur trois de s'en sortir, ce qui est tout à fait raisonnable. C'est Oui, un événement avec une chance sur trois de se produire, il n'y aurait rien de miraculeux si ça arrivait, tu vois ce que je veux dire? oui, oui. Mais je pense pas qu'ils soient favoris aujourd'hui. Si tu regardes, il y a Moi, un outil aussi que j'aime bien qu'ils font, c'est une sorte de graphique où tu as une sorte de serpentin qui part de chaque côté avec les États le plus démocrates et le plus républicain, et qui se rejoint au milieu à 270 et qui te montre quels États vont être les plus susceptibles de faire pencher la balance. Et après, tu peux regarder à peu près dans quelle proportion les sondages penchent. Et en fait, quand tu regardes dans les États qui vont vraiment probablement faire pencher le truc, Oui, l'écart est pas décisif. d'accord. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus clair qu'en 2016. Ça, faut clairement pas se mentir là-dessus. C'est-à-dire que si on prend d'un point de vue des sondages, Oui, la situation de Biden est beaucoup plus favorable que celle d'Hillary. Et euh, c'est pas hors d'attente. C'est pas, ça dépend des États. Si tu regardes dans le Wisconsin, tu vois des sondages qui commencent à sortir à plus 12, plus 15, plus 17. J'ai vu jusqu'à plus 17 mhm, la semaine qui est passée. Ça me paraît assez réaliste. Je pense que ce sera plutôt quelque chose comme plus 10, ce sera pas plus 17, si ça doit arriver comme ça. Mais surtout, ça montre qu'il y a des États où c'est pas forcément, où on croit que ça va être swing et en fait, c'est pas atteignable. Mais il y a vraiment des États, quand tu vois un plus 5 ou un plus 7, moi, un plus 7 dans les sondages, c'est tout à fait jouable pour Trump. C'est d'accord. plutôt quand on commence à rentrer dans des plus 10, plus 12 où j'ai du mal à y croire, quoi. D'accord. Ok. Ok pour les sondages. J'avais fait aussi une question sur la campagne.
j'ai lu plusieurs fois enfin, j'ai lu plusieurs fois que les meetings de Trump, en gros, il y avait plus de monde, que ceux de Biden étaient vides. Ça, qu'est-ce que tu as entendu sur ce sujet? C'est vrai, mais la question c'est en fait quelle est la motivation derrière et ça je suis pas dans la tête de Biden et je peux pas savoir vraiment Est-ce que Biden a donné des quelle directives, en personne. gros, Voilà. comme quoi, à cause du coronavirus, il préférait que les gens ne viennent pas Ça, à ces c'est-à-dire meetings? que on peut l'interpréter comme Biden prend totalement dans la campagne le camp de la sécurité au niveau sanitaire, donc il peut pas se permettre d'avoir des images où il organise des meetings comme Trump le fait avec énormément de monde. Mais il a donné des Ça, directives clairement dans ce sens ou c'est... justement, c'est la face avancée par la campagne Biden, Ouais, clairement. d'accord. Et on n'organise pas de grands meetings pour des raisons sanitaires évidentes. Là où il va être attaqué dessus, c'est qu'il y a tout simplement les gens qui vont lui dire, même si tu voulais le faire, tu n'y arriveras pas, donc c'est pour ça que tu ne le fais pas. Ouais, Euh, D'un côté, ça me paraît possible, ça me paraît pas impossible du tout. Je pense pas que la campagne Biden soit particulièrement énergique et je pense pas qu'il y ait des gens qui soutiennent Biden avec autant de vigueur que par exemple Obama pouvait être soutenu en 2008 ou Trump en 2016. oui. Par contre, ce qui me fait quand même douter, c'est qu'on voit des chiffres en termes de participation qui sont absolument énormes, qui cassent des records. La participation Donc, est élevée, oui, en effet. la participation est extrêmement élevée. Moi, ça me fait dire que si la participation est aussi élevée, c'est probablement qu'il y avait quand même suffisamment de motivation des deux camps, mais du coup, y compris démocrates, qui fait que si Biden avait vraiment voulu faire des gros meetings, je pense qu'il aurait pu en faire. Oui. Je, Alors, c'était ma pas dans la prochaine question, dimension ouais, de le taux de Trump, il y a participation. vraiment un côté dans les meetings de Trump qui attire le chaland parce que c'est beaucoup, beaucoup plus divertissant qu'un meeting politique habituel, donc peut-être pas à ce niveau-là. Oui, Mais que il fait le la beau show. narrative comme quoi Biden n'arrive pas à réunir plus de 100 personnes dans un gymnase, j'y crois pas quand je vois les chiffres de la participation. D'accord. Oui, parce que du coup, la participation, c'était la prochaine question. En gros, pour toi, la participation, c'est favorable à qui? Enfin, est-ce qu'elle est enfin, est-ce que cette participation élevée traduit un engagement pour un des deux camps ou c'est général ou d'où ça vient et à qui ça fait c'est bon? Enfin, pour qui c'est bon? Moi, c'est très, très difficile à déterminer parce qu'on peut pas encore savoir si c'est une augmentation de mobilisation qui se traduit de façon uniforme sur le territoire ou qui se traduit en fait par des États qui avaient des gros réservoirs de population qui ne votaient pas et qui se sont mis à voter. Et ce que je veux dire par là, c'est que imagine par exemple que dans les années précédentes en Californie, tu une grosse partie de la population démocrate qui ne votait pas parce que de toute façon la Californie était acquise aux démocrates et parce que de toute façon ça n'aurait rien changé au résultat de Ouais, l'élection. Ces gens-là qui ont pu devenir extrêmement politisés depuis que Trump est arrivé au pouvoir peuvent se dire cette année, je vais voter quoi qu'il arrive, je m'en fous que la ouais, Californie soit démocrate, c'est mon devoir de citoyen de voter contre Trump, je vais voter. Et donc en fait, tu pourrais avoir une énorme augmentation de la participation qui ne se ouais, traduirait pas du tout par un impact électoral parce qu'elle pourrait être concentrée dans des États qui avaient d'énormes réservoirs de population qui ne votaient pas en fait. oui, Donc, si on est sur une situation où la participation augmente partout, c'est c'est une autre question, je viens juste après. C'est pas pareil que si on est sur une situation où elle augmente, par exemple en Californie, parce que tu as des millions de gens qui se mettent à voter qui ne votaient pas. oui, Si elle augmente par contre de façon uniforme, là encore, ça dépend qui va. Je peux pas et je pense pas que des gens s'avancent sérieusement à dire que ça avantage un côté ou l'autre pour l'instant. On le saura avec les résultats. Je pense qu'il y a des chances que ça soit assez bien réparti entre les deux. Je oui, pense pas que ce soit une marée démocrate qui se soit mis à voter ou une marée républicaine. d'accord. Je pense que ça va être assez uniforme dans les swing states et que c'est juste la participation qui augmente de Ouais. façon uniforme. Mais si je devais parier sur un des camps, j'aurais plutôt tendance à dire que ça avantagerait Biden. Mais je ne suis pas sûr. Oui, parce qu'il y a peut-être aussi en 2016, il y a peut-être eu un effet de on a eu l'impression que beaucoup de gens ne croyaient pas à la victoire de Trump et du coup ne se sont pas affolés à aller voter, qui maintenant pourraient se réveiller ou aller voter alors qu'ils ne sont pas allés voter en 2016. Il y a cet Ça, effet-là et aussi, puis non? même côté Trump aussi, c'est-à-dire que ça peut l'engager dans le sens où une fausse narrative, mais qui depuis a été assez abandonnée, mais qu'on a entendu pas mal juste après l'élection, c'est que Trump avait réveillé une partie de l'électorat et qu'il avait conduit en masse des gens
à voter qui n'avaient jamais voté, alors qu'en fait, quand on regardait la participation de 2016, elle avait rien d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y avait des États que Trump a gagnés avec moins de votes que ce que Mitt Romney les avait perdu 4 ans avant. Ouais. Donc, il n'y a pas eu, en fait, quand on regarde vraiment dans les chiffres, cette énorme nouvelle vague de votants en 2016. Alors, elle s'est traduite par une compensation avec des gens qui n'ont pas voté peut-être, mais quand on regarde les Mm. chiffres nets, il n'y a pas eu de nouveaux votants en 2016. Et donc, ça peut aussi être bénéfique à Trump dans le sens où il pourrait réussir à faire que les gens pensaient qu'il avait réussi à faire en 2016, c'est-à-dire vraiment Ah oui. éveiller une partie large de l'électorat qui ne votait pas avant et qui n'a pas voté en 2016 et qui s'est rendu compte peut-être que Trump, c'était pas si terrible que ça et que cette fois-ci, ils vont le soutenir parce qu'ils avaient peur en 2016, ils ont peut-être plus peur maintenant. Il y a peut-être aussi cette fois où il va réussir à faire ce qu'on croyait qu'il avait fait en 2016, mais finalement non, c'est-à-dire vraiment augmenter la participation dans son D'accord. sens. Mhm. Donc qui sait, on saura après l'élection. Ça, ouais, ça reste le doute. Ok. Après, mais peut-être c'est un détail, les communautés comme les Amish, dont on sait qu'ils votent républicains, mais bon, eux répondent pas au sondage. Est-ce que ça peut faire une différence dans certains États ou ça reste marginal? C'est marginal dans tous les cas. Le truc qui pourrait faire que ce soit pas marginal, c'est que les Amish, en tout cas, tu as des centres de population dans des États qui potentiellement pourraient être très importants. C'est-à-dire, je pense à l'Ohio et surtout dans une plus grande mesure la Pennsylvanie. Mais tu as beaucoup d'Amish en Pennsylvanie. Effectivement, si dans un comté qui était très serré, d'un coup ils se mettent tous à voter Trump, effectivement, ça peut avoir une influence entre guillemets disproportionné par rapport à l'impact, par rapport à ce qu'il représente réellement en termes de population. D'accord. Après, on est sur quelques dizaines de milliers de personnes en tout, donc si on prend la population qui peut voter, je ne pense pas que ça puisse se jouer, sauf si effectivement et j'ai pas Peuvent l'expertise faire pour la savoir, sauf différence si si ça c'est joue serré, vraiment quoi, en sur fait. des comtés qui étaient serrés et qu'en fait ça fait basculer Oui, un État comme la Pennsylvanie, mais bon, je pense que ça reste anecdotique. d'accord. Euh, une autre question, en cas d'égalité, comment ça se passe? Est-ce que c'est alors un vote de la Chambre des représentants ou un vote C'est des ça, mais sur députés? une disposition spéciale. Déjà, juste pour préfacer, le cas d'une égalité est plus probable que ce qu'on pourrait croire. Ah bon, C'est-à-dire un 269-269, c'est pas le scénario le plus probable, elle est de loin, hein, oui, mais c'est pas c'est tout à impossible. fait possible. J'avais regardé une carte, il suffisait entre guillemets, Oui, que Trump prenne la Pennsylvanie, mais que les démocrates prennent l'Arizona. Et après, tout tombe comme on s'y attend, c'est-à-dire Floride pour Trump, Rust Belt pour Biden, etc. Et là, ça se jouerait du coup sur comment votent les districts congressionnels du Maine et du Nebraska. C'est-à-dire que le Maine et le Nebraska fracturent leur vote. Tu as des districts à l'intérieur qui peuvent voter différemment des autres districts et de l'État en lui-même, et qui valent souvent un vote. Et en fait, dans une situation avec Pennsylvanie, Trump, Arizona, Biden, ça pourrait vraiment se jouer sur ces petits districts, quoi. Donc l'idée d'une égalité est pas du tout délirante. Comment ça se réglerait? C'est un vote de la Chambre, mais dans une disposition spéciale où la Chambre vote par délégation de chaque État. En d'accord. fait, tu Chaque vas État avoir a un vote. 50 votes à caster et Oui, chaque vote représente un État et c'est les députés, les représentatifs de chaque État à la Chambre qui, par délégation, votent pour savoir comment l'État va voter. Et donc, dans d'accord. cette Donc chaque État disposition, a un poids de bien... un, en fait. Je t'écoute, dis-moi. Non, non mais c'est juste pour être sûr de comprendre. Dans cette disposition, en gros, chaque État a un vote. Chaque État a un vote et ce vote est déterminé par les députés de chaque État qui déterminent entre eux comment l'État va voter. Donc en D'accord. fait, si on regarde comment la répartition est faite, à l'heure actuelle, ça avantage Trump 26-23 avec la Pennsylvanie qui est une égalité, donc ça fait 26-23 et 1, ce qui nous amène à 50 le nombre d'États. Donc en fait, si ça arrivait avec la configuration actuelle de la Chambre, bien que la Chambre soit détenue par les démocrates, D'accord. Trump serait favorisé par la façon dont la Chambre Et oui, voterait. puisqu'ils Sauf que sont. c'est pas C'est pas ce juste congrès-là qui directement la va Chambre, voter, c'est. c'est le congrès
qui va être élu là à l'élection. D'accord. Ok. Donc malgré la majorité démocrate, le fait de voter par État, par délégation d'État, fait que il y a plus d'États républicains que démocrates en fait. Exactement. Si tu votes à la Chambre en demandant à chaque député de chaque État d'être séparé des autres États et de voter entre eux pour comment l'État va voter, et que chaque État a une voix, D'accord. l'avantage dans la disposition actuelle de la Chambre est pour Trump. Sachant qu'il suffit que ça change là à l'élection, puisque effectivement, c'est pas juste une élection présidentielle. Il y aura énormément de sénateurs qui sont up for enfin, qui vont être enfin, qui sont là pour la réélection, et tu vas avoir énormément aussi de représentants de la Chambre qui vont devoir se faire réélire. Et comme ce sera le nouveau Congrès qui votera là-dessus, on ne sait pas encore du tout comment ça va tomber. Et par rapport à ça, juste le Sénat, lui, vote pour le vice-président. On pourrait, si on est dans un scénario effectivement assez peu probable, Oui. mais possible, où on est dans une égalité, la Chambre donc voterait pour, par exemple, Trump, on pourrait avoir vice-président Kamala Harris pour Trump, juste pour D'accord. balancer un scénario marrant, quoi. D'accord. On peut avoir un vice-président démocrate. Ce serait plutôt l'inverse en fait de ce que je te dis. C'est-à-dire que imagine plutôt la Chambre passe définitivement démocrate même dans la disposition Ah. spéciale et vote pour Joe Biden. Il y a Oui. plus de chances que le Sénat lui reste républicain. Donc le Sénat pourrait mettre Mike Pence par exemple en vice-président de Joe Biden. D'accord. Ok. Et donc pour récapituler, en cas d'égalité, c'est victoire de Trump. Si les élections de la Chambre des Ah, représentants ne c'est la modifient pas nouvelle. En fait, c'est la nouvelle le chambre rapport des de force actuel de la D'accord, c'est la Chambre. nouvelle chambre des représentants qui fera cette opération qu'on a Pas la décrite. nouvelle Chambre, ce sera celle Ah, qui va d'accord. être élue là à l'élection Oui, qui va d'accord. voter là-dessus. Donc en fait, Le c'est cas improbable, on le rappelle, où ce serait une égalité. d'accord. Ok. Donc on sait pas en fait du coup. Euh, On sait pas, on peut supposer que, je crois que j'avais vu le chiffre sur, enfin, j'aurais pas le temps de le retrouver vite, mais je crois que c'était un 50-50 pour, dans cette situation-là, qui aurait les votes. d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une énorme probabilité que les démocrates gardent la Chambre. Oui. Il y a une probabilité de 50-50 que l'élection donne résultat à un Congrès qui, s'il devait voter en cas d'égalité, voterait pour Trump ou pour Biden à 50-50. D'accord. Bon, on verra. Ok. Et la dernière question, parce que du coup, sinon ça ferait long, mais de toute façon c'est la dernière question. Euh, Juste en cas de contestation, comment ça se passe? Il y en a qui ont accusé, enfin pas accusé Trump qui contesterait les résultats, mais en gros ils lui ont demandé de s'engager à ne pas, enfin à accepter une transition en paix, tout ça. Il l'a pas dit exactement, il a dit non, mais de toute façon je vais gagner. Mais quel scénario il peut y avoir de contestation des résultats? Déjà sur la contestation, enfin, on peut pas juste le rejeter sur Trump, hein, parce que les démocrates disaient déjà ça il y a 4 ans, et au final, c'est eux qui ont contesté sur l'intervention russe qui n'était pas réelle. Donc, on peut pas, j'en ferai pas un talking point juste pour les républicains. Je pense qu'il y a tout autant de chances que Les les démocrates démocrates contestent contestent que les que Trump républicains. conteste. Et D'accord. je pense qu'on se dirige, si l'élection est serrée, on se dirige vers une guerre judiciaire assez importante. Il y a un article sur Politico qui est paru, qui prévenait et qui informait que les deux camps avaient déjà engagé plusieurs centaines d'avocats Oui. pour ces questions-là et pour aller en D'accord. Donc justice en cas de contestation. ils sont tous prêts pour une contestation et pour aller à fond dans la contestation si Ah oui, besoin. oui, là, les deux camps sont en train de s'armer juridiquement pour. Je pense que le seul moyen de l'éviter, c'est s'il y a un résultat clair. C'est-à-dire si, par Oui, exemple, c'est une grosse différence. si, si le Texas passe démocrate ou si la Floride est gagnée par Biden, ce genre de choses, je pense qu'il n'y aura pas tant de contestations. Mais si ça se joue sur des États comme Michigan, Pennsylvanie, Arizona, potentiellement Nevada, Wisconsin, je te dis, j'y crois pas trop, mais peut-être Iowa ou Ohio, ce genre de choses. Mhm. C'est serré dans ces États-là, tu peux être sûr qu'il y aura de la contestation. Et si, en plus d'être serré, ce sont des États qui impactent directement, qui sont les tipping points pour savoir qui gagne, on peut être sur une bataille judiciaire effectivement assez longue. Euh, Surtout qu'en fait, c'est pas clair la façon dont tout ça se déroule.
C'est-à-dire que c'est au gouverneur de chaque État, en théorie, de certifier les résultats de son État. Oui, Sauf que on a déjà vu des cas, et c'était le cas en 2000 avec Bush et Gore, où le gouverneur n'est pas du même parti que la législature, c'est-à-dire que comment dire, chaque État a sa propre chambre des représentants et son propre congrès, en fait. d'accord. Et tu as eu des situations où ce congrès de l'État voulait présenter des grands électeurs différents des grands électeurs qui découlaient du choix du gouverneur. Et en fait, en 2000, ça n'avait pas été jusqu'au bout parce qu'au final, la Cour suprême avait imposé sa décision et avait dit de toute façon, on ne peut pas recompter. Il y avait eu deux décisions. Il y avait une où il disait on ne pouvait pas recompter des votes de façon différente. Donc, tous ceux qui ont été, entre guillemets, discount au premier tour et qu'on a essayé de recompter au deuxième d'une façon différente parce qu'on a accepté des choses, etc., qu'on D'accord. n'a pas accepté au premier, on ne peut pas. Et il y en avait eu une autre aussi pareil qui est limitée. Et en fait, c'est la Cour suprême qui avait tranché et qui avait mis fin au décompte, qui avait donné l'élection à Bush. On pourrait D'accord. se retrouver dans une situation tout pareille où on a des États comme Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, Caroline du Nord, qui sont des swing states et qui ont des congrès qui ne sont pas de la même orientation politique que le gouverneur. Donc en D'accord. fait, on pourrait se retrouver dans des situations où on aurait des conflits internes dans les États, entre d'un côté un gouverneur qui veut certifier certains résultats, et de l'autre côté la législature de l'État qui, elle, veut proposer ses propres grands électeurs en fonction de ce qu'elle reconnaît. Et quand on regarde le process, la façon dont il va se dérouler concrètement, Oui, en fait, une fois que les grands électeurs sont désignés, eux votent, mais ce vote est dépouillé et validé par le Congrès. Et donc là où tu d'accord. peux avoir une bataille juridique et législative qui n'a pas eu lieu avant parce que la Cour suprême s'est imposée, c'est que si des membres du Congrès refusent de valider, dépouiller ces votes des grands électeurs, en fait, tu te retrouves dans une impasse et c'est pour ça que tu vas avoir des gens du Congrès qui vont eux-mêmes essayer de proposer justement leurs propres grands électeurs s'ils contestent les résultats. Donc en fait, tu pourrais te retrouver dans une situation comme ça où on aurait une sorte de d'effondrement institutionnel où il n'y a pas de réponse claire et ça tomberait donc nécessairement dans les mains de la Cour suprême au final, Et c'est la Cour suprême qui parce devrait que trancher. ce serait la Cour suprême qui trancherait probablement. Et comme tu sais, je pense comme les gens le savent peut-être, la Cour suprême, il y a eu des mouvements récents avec justement Trump qui a pu nommer encore une juge, le troisième juge de Ouais, son voilà. mandat, Sur son et mandat, il qui a fait pu passer en nommer trois, ce qui est exceptionnel, clairement puisqu'ils la sont Cour allés à suprême lui. plutôt côté conservateur, plutôt côté républicain. Donc effectivement, si tout dépend au final de la Cour suprême et qu'il y a un sentiment du côté démocrate d'illégitimité de la Cour suprême de par les nominations récentes, peut-être qu'on court vers un vrai conflit, quoi. D'accord. Donc en gros, si ça doit aller, si c'est la Cour suprême qui doit trancher, logiquement, elle devrait trancher en faveur de Trump. Mais là, Moi, j'en suis pas sûr. Moi, j'en suis pas sûr du tout, hein. non, malgré J'ai cette suivi un loi peu les introductions de chaque juge, la façon dont ont été entendus par le Sénat, etc. J'ai quand même le sentiment que c'est des gens qui sont des gens, des professionnels, des gens qui ont vraiment une passion pour l'aspect constitutionnel des États-Unis, pour D'accord, l'histoire donc juridique de malgré ce pays, pour qu'il comment ça fonctionne. soit catalogué Je pense pas que ce soit des républicain gens ou biaisés démocrate, politiquement, ça jouera c'est pas juste ce que je veux grand-chose. dire. Je D'accord, pense qu'ils prendront la décision qui, en leur âme et conscience, pense être plus la bonne. juste. D'accord. Je pense pas que des gens comme Gorsuch ou comme Kavanaugh ou comme Amy Coney Barrett qui a été élu récemment, Oui, qui a été confirmé plutôt d'ailleurs récemment, je pense pas que ce soit des idéologues. d'accord. En tout cas, pas sur des sujets comme ça. Je pense que ça peut être, ils peuvent avoir des idéologies peut-être sur des sujets culturels ou ce genre de choses, mais je pense que sur des questions politiciennes ou en tout cas électorales, je pense qu'ils voteront en leur âme et conscience. Je ne pense pas que ce soit des gens placés là par Trump pour lui assurer une victoire si ça devait aller là. D'accord. Je pense que c'est des gens qui ont été validés par des sénateurs qui ont vraiment des convictions aussi. Je pense et des gens que je n'entends pas. Après, peut-être qu'on me dira que je crois à leur histoire, mais genre des gens comme Ted Cruz, ce genre de choses, quand ils, ils interrogent des amis Coney Barrett sur la Constitution et qu'ils en parlent, je pense que c'est des gens qui ont un vrai respect du fonctionnement de la Constitution. Je D'accord. pense que c'est des gens qui préféreraient voir la Constitution triompher plutôt que Trump. D'accord. Donc Ça en venait là. c'est pas juste des soldats de leur parti, quoi. C'est mon sentiment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord.
D'accord, Mon sentiment, c'est que les trois juges nommés par Trump sont pas des soldats de Trump. d'accord. Bon, mais ça, on verra tout ça le 3 et le 4. Beaucoup plus tard, en Beaucoup plus fonction de tard, comment selon ça se toi? déroule. Beaucoup plus, oui, ou beaucoup plus tard, mais en pratique, on Oui, s'attend oui, quand même oui, bien à sûr, avoir les oui, oui, pardon, oui, pour résultats les dates claires, oui, ce sera dans la nuit de mardi à mercredi. au plus Mais ce que je tard veux le dire, c'est 4, hein, au que plus tard dans on la peut journée du très bien 4. se réveiller le 4 sans résultat clair, quoi. Ah oui, oui, sans résultat clair, oui. Mais on aura à peu près le résultat le 4. Et puis après, s'il y a des contestations, ça démarrera à partir du 4. Non, on peut vraiment ne pas avoir le décompte total. Comme je te disais, Oui, ils oui, peuvent ne mais pas avoir fini le comptage. Il peut rester des millions de votes. Sans parler du fait de recompter s'il y a contestation, dans le premier l'absolu, mais comptage peut très bien ne pas être fini en au matin du pratique, on 4. devrait avoir les résultats le 4. En journée le 4, on devrait avoir les résultats. Non? Sûr. C'est en fonction de à quel point il y a de participation dans des États où ils n'avaient pas le droit de dépouiller les votes avant le jour de l'élection. Et c'est vraiment une question pratique. Pour le coup, c'est en termes de temps que ça prend à dépouiller. D'accord. Je ne sais pas si tu as vu, mais on est déjà à 80 millions de personnes qui ont voté. Oui. On n'est même pas au jour de l'élection. Concrètement, pour des raisons purement pratiques, ça pourrait prendre plus longtemps que jusqu'au 4 de ce que j'ai cru comprendre. D'accord. C'est que les informations que j'ai pu glaner, hein. D'accord. Ok. Bon, ben merci beaucoup dans tous les cas pour toutes ces informations. C'était super intéressant.